Mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs de France Bleu et France 3 de nous rejoindre pour une édition spéciale consacrée au grand débat national. Une émission d'une demi-heure, Mélanie Juvet, qui sera diffusée bien sûr les deux médias, à la radio et à la télévision. Oui, Francine Dubail, dans le cadre du grand débat initié par le gouvernement, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, les citoyens sont invités à s'exprimer. 4 thèmes, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie ou encore les services publics. Chaque citoyen peut s'exprimer sur ce qu'il veut voir changer. Comment maintenir et améliorer les services publics? C'est le thème que nous avons choisi. Voilà, les services publics sont-ils efficaces? Quels sont les constats? Quelles pistes ont été avancées? Eh bien, on en débat avec vous. Sur le plateau, Véronique Delfabro, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Divillet, près de Lunéville. Oui. Votre commune compte 350 habitants. Un débat a eu lieu, justement. C'était à votre initiative? Oui, c'était à notre initiative et on a pu accueillir une quinzaine de personnes pour un petit village. Et notamment, on a accueilli 2 personnes extérieures au village, avec une majorité de retraités, allons-nous dire. Oui. Avec nous également autour de cette table, Michel Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Lévoivre, dans les Vosges, environ 330 habitants. Vous êtes également président de l'association des maires ruraux des Vosges. Vous avez aussi organisé un débat. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Et le profil un petit peu de ces personnes qui sont venues? Oui, alors chez nous, on a organisé un débat au niveau d'un territoire plus large que le village. Alors à l'initiative des maires, mais les maires ne l'animaient pas, que l'on soit d'accord, c'est-à-dire c'était à leur initiative, on était les faiseurs. Et puis il y avait 150 personnes et on peut dire un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes, donc, et une moyenne d'âge précise, 59 ans. Ah, c'est très précis. Yves Divers, je ne sais pas si vous avez fait la moyenne d'âge des gens qui sont venus débattre avec vous. Vous venez d'Étain, vous êtes médecin dans la Meuse, 3500 habitants à Étain, et c'était important d'organiser ce débat. Il était à l'initiative de qui d'ailleurs? Des Gilets jaunes. Ils étaient nombreux d'ailleurs dans la salle? Ils étaient, oui, il y avait bien... Bon, il y avait 45 personnes, ce qui n'est pas énorme au départ, mais il y avait une bonne dizaine de gilets jaunes, effectivement, et d'autres personnes qui venaient de tout horizon, on va dire de 15 à 75 ans. Et pour terminer ce tour de table, Bruno Sapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Yutz, en Moselle, environ 18 000 habitants. Vous aussi, vous avez organisé un débat. Combien de personnes? Et aussi le ton, est-ce qu'il était plutôt courtois ou il y a eu des échanges animés? Alors effectivement, nous avons souhaité organiser un débat. Une 60aine de personnes étaient présentes, avec une majorité, au moins la moitié de personnes, on va dire, retraitées. Le débat était très animé et très très courtois. Ça s'est très très bien passé. Les deux, très bien. Alors des débats ont été organisés donc dans vos communes sur le thème des services publics notamment. Quelles sont les priorités à traiter? Qu'est-ce qui en est ressorti par exemple à Udivillé? À Udivillé, sur les services publics, on a beaucoup insisté sur la SNCF et le problème de la disparition de trains. Et c'est vraiment été un problème qui a été soulevé pendant un bon quart d'heure, on va dire. On va en parler justement de la mobilité. Des services publics pas suffisamment accessibles. Est-ce que c'était l'une des doléances qui est ressortie, par exemple, sur la commune de Lévoivre, Michel Fournier? Alors, il faut déjà dire qu'au départ, on a mis en place les cahiers de doléances et de propositions. Et on s'est aperçu que dans ces cahiers, les propositions étaient beaucoup plus construites que dans le débat. Le débat et les échanges ont été plus ou moins vifs quelquefois. Et sur les services, c'est le problème de la médecine, essentiellement dans des territoires comme les nôtres, de la médecine et puis des services, l'école, etc. Toutes sortes de services. Le volet de la santé, justement, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, Yves Divers, justement, chez vous, la santé, ça a été vraiment une problématique importante? Alors, c'est une problématique dont les gens sont conscients. Mais là, on a 2 médecins qui viennent de partir, donc il faut les remplacer. Donc effectivement, c'est d'actualité parce que c'est un petit peu compliqué comme système et il y a des propositions par rapport à ça, bien sûr. Et vous, par exemple, Bruno Sapin, à Yutz, est-ce que les doléances, vous avez eu l'impression pendant le débat qu'elles étaient plutôt générales ou très ciblées personnelles même des fois? Alors elles ont été dans l'ensemble très générales. Très générales. Un thème qui a été un petit peu plus ciblé, c'est le problème des transports, puisque nous sommes frontaliers du Luxembourg, à 18 km du Luxembourg, avec tous les problèmes pour s'y rendre et revenir du travail. Ce thème-là a été un petit peu plus ciblé que les autres.
Alors, certains citoyens souhaitent revoir ou non l'organisation de l'État. Qu'est-ce qu'ils en pensent sur l'organisation de l'État? Il faut revoir le millefeuille, il faut supprimer des collectivités territoriales. Et si oui, lesquelles, par exemple? Ça a été abordé? Oui, ça chez nous à Udivillers, ça a été abordé. Unanimement, les gens ont pensé que la commune était vraiment le maillon essentiel. Et la région a son intérêt, la communauté de communes aussi. Vraiment, ce qui était le plus critiqué et ce qu'ils souhaiteraient supprimer, on peut le dire, c'est le département. C'est vraiment ressorti de façon unanime. Est-ce qu'il faut par exemple fusionner les communes? Ça a été une demande, ça, forte de la part des citoyens, M. Fournier? Ça, c'est pas une demande. Ça, c'est une demande à Paris. Mais c'est pas une demande locale. La commune, je suis tout à fait d'accord avec vous, la commune reste la première réponse, c'est la proximité en fait. Par contre, en ce qui concerne toutes les collectivités, il faut bien savoir que beaucoup ne comprennent pas, ne connaissent pas et ne savent pas qui fait quoi, etc. Il y a besoin d'éclaircir un petit peu les compétences de chacun. À Yutz, ça a été les mêmes problématiques? Oui, à Yutz, c'est la même problématique. S'en ressort effectivement l'intérêt de la commune. Ça, je pense que les gens sont très attachés à la commune et à leur maire. Par contre, on a eu des choses aussi bien dans un sens que dans l'autre. On a des gens qui nous ont demandé la suppression des régions. D'autres personnes ont dit non, au contraire, il faut donner plus de responsabilités aux régions. On a eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes se sont également prononcées sur la suppression du Sénat. Voilà, je pense qu'il y a un effet de trop de parlementaires, voilà, surtout. Alors, on va évoquer avec vous tous dans quelques secondes l'accès aux soins, le volet santé. Mais si vous, auditeurs et téléspectateurs, vous venez de nous rejoindre à l'instant, c'est l'émission spéciale Grand Débat France Bleu, France 3. Alors, Yves Divert, justement, la santé. Vous, on le rappelle, vous êtes médecin et vous soutenez les Gilets jaunes. Vous êtes à Étain, dans la Meuse. Comment ça se passe dans cette commune? Combien de consoeurs, de confrères autour de vous? Nous, on a un pôle santé qu'on a initié, nous, entre professionnels de santé. On a réussi à avoir suffisamment de médecins, de professionnels de santé autour. Là, les 2 médecins qui viennent de partir, nous posent un problème et on est en train de solliciter effectivement la communauté de communes, la mairie, les élus, pour avoir une perspective pour retrouver quelqu'un. Donc on pense à des embauches directes. Par exemple, l'idée d'embaucher des médecins est intéressante, à condition que effectivement la publicité soit faite et soit supportée effectivement par la communauté de communes. Combien de médecins exactement Nous, on est 5 encore. D'accord. Donc on était 7 auparavant, mais on drainait, ce qu'il faut bien comprendre, on drainait tout le pourtour à 20 km, toutes les communes qui n'ont pas de médecin. Mais ça veut dire concrètement, c'est facile d'avoir un rendez-vous chez le médecin dans votre territoire ou pas? C'est difficile parce qu'on est débordé. On est débordé par l'extérieur. Il y a des gens qui viennent de Verdun, de Smaincourt, d'Anvillers, voire de Jarny, etc., qui viennent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas de médecin ou de Bouligny. Enfin, c'est un périmètre très large pour nous soigner. Et on est débordé. D'ailleurs, si j'étais un petit peu en retard ce soir, c'est parce que j'étais encore débordé ce matin. Oui, parce que vous êtes toujours en activité. Les maisons de santé, par exemple, ça peut être une solution. Je crois qu'à Yutz, vous y travaillez. Alors oui, effectivement, on y travaille, aussi bien au niveau de la ville qu'au niveau de la communauté d'agglomération. Et moi, j'ai surtout relevé une proposition qui m'avait semblé intéressante également. C'est une personne qui nous a dit qu'il faudrait imposer aux médecins leur situation géographique. Voir ce qui se passe au niveau des pharmacies, par exemple. On impose un nombre de pharmacies dans une commune en fonction du nombre d'habitants. Et peut-être de la même façon imposer un nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants. Ça veut dire qu'on revoit la liberté d'installation et au bout de combien de temps ils ont le droit de choisir leur destination? Alors ça, je ne sais pas après. Et une chose effectivement qui est ressortie énormément beaucoup, c'est supprimer le numerus clausus. Michel Fournier, dans les Vosges justement, le problème c'est aussi les spécialistes, les ophtalmologues, les dermatologues. Oui, mais déjà les médecins au départ, c'est récurrent ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rester attractif. Et quand on est dans un territoire rural éloigné, l'attractivité, c'est pas la première chose qui est perçue par la profession médicale. Pour les spécialistes, nous, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour aller trouver un ophtalmologue, on habite la commune de Lévoivre, comment on fait? Pour trouver, je prends un exemple, un dermato, moi je ne peux pas trouver un dermato dans les Vosges. Donc je viens ici, au bout de 15 jours, j'ai un rendez-vous à Nancy. Ce qui est quand même pas très normal, quoi. Par contre, si je veux avoir un dermato à Épinal, il faut que je me positionne dans les 6 mois qui vont venir. Donc c'est un exemple, ou un ophtalmo, c'est pareil, quoi. Donc ça veut dire que c'est très très compliqué. Et dans les territoires ruraux, ça reste quand même la première angoisse des populations. Ça aussi, ces angoisses de la population, elles sont ressorties à Udivillers? Sur la santé, non, parce qu'on est vraiment très proche de Nancy, très proche de Lunéville. On a donc, nous, au niveau de la santé, je dirais, c'est peut-être un problème de mobilité, mais ce n'est pas spécialement un problème de santé.
Vous vouliez avait ajouter répété. quelque chose. Oui, il y a Ouais. quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une augmentation de la consommation de santé. Les gens sont de plus en plus avertis et sollicitent les professionnels de santé beaucoup plus qu'auparavant. Ça explique aussi ce décalage et ces cabinets qui regorgent. Alors il y a des faits quand même qui sont importants dans les décisions politiques générales, et nous qui sommes sortis en discutant avec les Gilets jaunes. L'herboristerie, terminé. Il n'y a plus d'herboristes en France. C'était le moyen pour des personnes de prendre en charge leur santé, de comprendre ce qui se passait, d'utiliser les herbes et d'être informés. L'homéopathie qu'ils envisagent de supprimer, ça aussi, ça va compter. Alors, on parlait justement de faire des quotas de médecins. Vous êtes médecin, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Le coût des quotas, alors moi je pense différemment. Je pense que les internes, quand ils sont en fin de parcours, doivent obligatoirement faire des stages chez le médecin, chez le praticien. À partir de ce moment-là, on n'entre pas dans le système un peu compliqué. Il faut être maître de stage pour que les gens viennent et il faut s'arranger avec d'autres médecins pour pouvoir prendre le même gars qui vient. C'est un truc compliqué. Quand on bosse 12 heures par jour, franchement, on n'a pas envie de le faire. Par contre, accueillir un jeune confrère et le former, il vient dans les territoires ruraux. Là, il se rend compte de la réalité des choses et de la qualité de la vie qu'on apporte. Mais on approche l'obligation à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire que pour effectivement les internes de venir localement, hein, c'est en train de se mettre en place, ça. Mais pour connaître et pour comprendre ce que c'est que le généraliste en milieu rural. Et ça, c'est une Justement, à Yutz, parlons des propositions. Vous incitez financièrement les jeunes médecins à venir s'installer. Comment ça se passe? Expliquez-nous, Bruno. Alors, c'est une toute nouvelle proposition qui date de fin d'année dernière, 2018, qui a été faite donc là au niveau de la communauté d'agglomération sur nos 13 communes. Nous avons ciblé à la fois des endroits dans la communauté où il manque de médecins et nous avons ciblé également les spécialités des médecins, aussi bien les généralistes et quelques spécialistes. Et lorsqu'un médecin viendra sur notre communauté d'agglomération pour une primo-installation, il aura droit pour l'installation et le matériel jusqu'à 20 000 € de participation de la communauté d'agglomération. Or, sur ce thème de la santé... Ben oui, je comprends que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Non, mais c'est pour les inciter à venir sur le territoire. Compris, oui. Alors, je ne sais pas, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites en matière de santé. On parle beaucoup d'ambulatoire, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que des infirmières, qui au téléphone passent voir les patients qui viennent de sortir de l'hôpital et pour les rassurer, tout simplement, ou pour passer à leur domicile? Ça aussi, ça pourrait être... C'est des choses qui ont été évoquées ou pas? Les sorties d'ambulatoire, non? Non, pas du tout. Chez nous non plus. Nous, on a une maison médicale qui avait quelques difficultés à commencer, donc on s'est un peu réorganisé. On a repris tous les différents thèmes qui étaient embêtants et on essaie de coordonner tout le monde, infirmières, enfin toutes les professions de santé, pour répondre effectivement à ces situations locales. Alors, les services publics, évidemment, c'est la santé, mais c'est aussi l'école. Alors, quelle est la situation chez vous? Michel Fournier, je crois que vous avez des postes qui sont menacés chez vous dans le territoire. Bon, il y a des constats à faire. Il faut aussi être objectif. Le département des Vosges perd 800, 900 gamins tous les ans. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire, dans ces cas-là, il faut adapter les effectifs. C'est ça que vous dites? Je dis qu'on peut tenir compte d'une adaptation des effectifs, mais on doit aussi tenir compte de la situation géographique, parce que derrière, il y a les transports, etc. etc. Et moi, ce que j'ai du mal à admettre, déjà en tant que mes responsabilités, c'est que, en fait, on vient de définir, ce gouvernement, la potentialité de doubler et d'interdire plus de 12 élèves dans certaines classes, dans des quartiers dits difficiles. Et ces quartiers difficiles, on exclut la campagne, alors qu'il y a les mêmes situations. Par contre, nous, on nous parle de 22, 23 en moyenne, etc. Ce qui fait qu'on reste que sur des chiffres. Et aujourd'hui, on est effectivement aussi dans cette situation à titre de ma commune et de la commune d'à côté dans laquelle on est regroupé. Yves Divert, dans la Meuse, quelle est la situation? Est-ce que vous aussi, vous pensez que les classes à plusieurs niveaux, ça peut être une solution pour sauver les écoles? On a déjà un gros travail là-dessus et qui s'est fait. Et dans la communauté de communes, il y a plusieurs classes on envisage effectivement des suppressions de classes qui sont des suppressions, je dirais, mathématiques, alors qui sont, à mon avis, d'une bêtise éhontée, puisque le nombre d'enfants par commune varie des fois d'une année à l'autre, et que si on veut du développement un petit peu rural et du développement économique, c'est pas en faisant comme ça. Je rejoins sur les transports, etc., parce que tout ça, ça fait des transports plus courts, ça fait des enfants qui traînent moins sur les routes, ça fait des enfants qui s'épanouissent mieux parce que chaque commune a son plan de développement, etc. On a tout à gagner. Mais
C'est ridicule, supprimer une classe. Vous êtes d'accord, Véronique Delfabro? Supprimer des classes quand il y a une baisse de démographie, ça c'est une logique économique. Vous êtes enseignante. Oui. hein, Oui, je suis enseignante en plus, mais moi je pense qu'une école avec une classe, avec 3 niveaux dans une classe, c'est fini. On est au 21e siècle. C'était peut-être bon au début du 20e siècle. Ça, c'est l'enseignante qui parle. Oui, ça c'est l'enseignante qui parle. Oui, Parce oui. que 40 élèves par classe, quand dans les années 20, les élèves se taisaient, en 2019, Ils sont beaucoup plus dissipés. C'est ça que vous 25 voulez élèves, dire. c'est du sport pour certains Oui. enseignants. Dites-moi, est-ce que l'école rurale, c'est la même que l'école à la ville, vous qui êtes enseignant? Ah non, c'est pas du tout la même. L'école rurale a des avantages, une qualité de vie, des petites structures, mais le développement au niveau artistique, le développement au niveau culturel, c'est beaucoup plus difficile parce que dès lors que l'on veut emmener les enfants dans un musée ou même à la piscine, il faut payer des transports. Donc il y a quand même des coûts qui sont quand même assez importants, donc il y a quand même des freins. Ça dépend aussi beaucoup de l'énergie des acteurs. Le dernier mot sur ce volet de l'école, Bruno Sapin, vous, à Yutz, en Moselle, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des revendications de la part des citoyens Ou sur est-ce qu'il y a l'école? eu des propositions aussi? Il y a eu effectivement des propositions, parce qu'on est concerné, bien sûr, comme toute ville, par ces changements de classe tous les ans. Il y a eu des propositions. Une personne a dit à un moment donné, pourquoi pas suivre la réussite des enfants, mais pas seulement du début de la scolarité, aller jusqu'au bout de la scolarité. Tout à fait. Aider les enfants donc, et les familles leur donner une prime, mais jusqu'au bout, aller jusqu'au bac, voire même au-delà. Voilà le type de proposition qui a été faite. À l'université aussi, c'est ça? Tout à fait, sur toute la scolarité entière de l'enfant, de la maternelle, jusqu'au moment où l'adolescent arrête. Voilà, pour avoir des solutions pour plus d'égalité, c'est ça. C'est ça, tout à Puis fait. là, on a parlé du primaire, mais on n'a pas parlé des collèges, parce que c'est la même situation qu'on retrouve. hein. Donc il faut savoir à un moment donné ce que l'on veut. Si on veut plus qu'il y ait d'enfants, vous avez raison. Quelquefois, c'est une famille qui s'en va, ça te fait perdre de l'effectif, et là, boum, t'as une classe en moins. Voilà. Et une classe en moins, c'est un niveau ou 2 niveaux en plus. On Mais est c'est d'accord. l'organisation administrative qui a repensé. Oui, c'est le mammouth. Alors, Pas on que va ça. évoquer dans un instant les problèmes de mobilité. Et si vous, auditeurs et téléspectateurs, vous venez de nous rejoindre, eh bien, c'est le grand débat national avec France Bleu et France 3 Lorraine. Alors, la mobilité, on en a parlé, on a commencé à en parler. C'est vraiment une problématique dans vos territoires, par exemple, pour aller à Verdun. C'est compliqué chez vous? Vous venez Chez d'Étain. nous, il y a 20 km. C'est tout simple, donc ça fait une forme d'exclusion. Chaque fois qu'on veut aller pour l'emploi, pour les études à Verdun, ça coûte 5 € un voyage. Une semaine, 50 €. Un mois, 200 €. Quand vous voyez le niveau de précarité, 20% en grande précarité, 50% qui sont à la limite, comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. Quand je vois Montpellier, par exemple, qui est un territoire qui a organisé ses trajets pour 60 km à 1,60 €, c'est quand même différent. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Zone rurale également, Michel Fournier, Ah, vous. mais je partage, pardon. Les citoyens demandent plus de trains et plus de bus? Mais le bus Non, n'est pas la non, solution mais non, forcément. non, non. C'est ce Et que le train, il le demande pour de grandes lignes, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire passer un train comme le métro passe tous les 3 minutes. On est conscient de ça. Il ne faut pas oublier quand même que le départ des Gilets jaunes, la goutte, c'est le carburant, c'est la taxe sur le carburant. Ça veut dire que la mobilité est obligatoire chez nous. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ça, quoi. Et à la fin, c'est difficilement supportable. Donc, ce qui peut exister, et ce qui se pratique déjà, c'est le covoiturage. Quand on va travailler, puisque chez nous, l'activité est à 25 km. Donc, quand on va travailler au même endroit, les gens se sont déjà organisés. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est considérer qu'il y a un fait acquis. La ruralité, c'est des kilomètres. Les kilomètres, c'est un transport autonome. Et ce transport autonome, C'est un eh bien, il faut l'aider. Comme on aide le métro à Paris. On a évoqué ce problème de mobilité. J'imagine que oui, parce que vous êtes une région frontalière. Donc, Dieu sait s'il y a du monde sur les routes et que les problèmes de mobilité se posent dans votre secteur. Absolument. On a évoqué effectivement les problèmes de mobilité. Et il y a des solutions qui ont émergé. Alors, il y a des propositions, effectivement, qui ont émergé. Aller, par exemple, beaucoup plus vite. On parle de la 31 bis depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, voire, voilà. Donc, il faut aller plus vite. Au niveau des transports également ferroviaires, puisqu'il y a la possibilité d'accélérer, de mettre plus de trains sur les voies, peut-être même de doubler les voies. Tous les transports voitures aujourd'hui mettre non pas un seul chauffeur dans la voiture, y mettre effectivement 2 ou 3 passagers. Et bien sûr, le travail
en coworking, donc travail de bureau à l'extérieur du pays, puisqu'on déplace aujourd'hui pratiquement 100 000 frontaliers. Véronique Delfabro, en Meurthe-et-Moselle plus globalement, mais à Udivillers justement, il y a des problèmes de transport, c'est ce qui est ressorti. Oui, il y a des problèmes de transport. On n'a aucun transport en commun dans la ville, mais nous, on a la communauté de communes qui a pris en charge la compétence mobilité et qui est en train de travailler énormément avec les communes, les centres-bourgs et aussi les communes rurales pour faire, par exemple, du transport à la demande. Et ça, nous, on en a vraiment besoin. C'est quoi, c'est une navette, par exemple, qui passe de village en village? On expérimente une navette qui va être étendue au territoire, mais aussi du transport à la demande. On téléphone et quelqu'un vient nous chercher pour aller chez le médecin à Lunéville ou ailleurs. Donc nous aussi, on est même proche des villes, mais on est quand même enclavé, c'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a pas de transport en commun à l'heure actuelle. Donc c'est un problème de toute façon. Sur notre territoire, on l'a mis en place il y a fait 6 ans ou 7 ans, ce transport. Oui. Hein. Mais ça reste localisé sur le territoire et pour les personnes qui n'ont pas de permis ou qui sont âgées, etc. Oui. Par exemple, pour nous, ça permet aux habitants d'aller à la gare la plus proche et de prendre le train pour aller directement à Nancy. Donc ça, c'est une bonne idée. On a même une aire de covoiturage qui va être cofinancée, parce que sur Udivillers, il y a une création d'un giratoire, et on a une aire de covoiturage cofinancée par la communauté de communes pour favoriser la mobilité. Alors quand on parle des services publics, on pense aussi aux services publics en ligne. Est-ce que ça accentue dans les territoires, par exemple, isolés ou ruraux, ce sentiment d'isolement, ou au contraire, ça rapproche ? La question, elle est un peu gênante dans la mesure où on est dans une région qui s'appelle le Grand Est et qui a pris l'initiative de décider le raccordement à la fibre pour tout un chacun. Oui. Aujourd'hui, on le vit autrement. Nous, on le vit d'une façon difficile parce qu'effectivement, la connexion n'existe pas. Et cette connexion qui n'existe pas fait qu'en plus d'être... parce qu'il y a vraiment une fracture, là. Il y a une fracture complète. Il y a des gens qui n'ont pas... On a l'obligation maintenant, carte grise, déclaration, vous êtes obligé de passer. On a mis en place des obligations et on n'a pas donné les outils avant. Et en plus de ça, il y a des gens qui ne savent pas utiliser, qui ne peuvent pas utiliser. Donc il y a vraiment, c'est un problème là, vraiment très très important pour l'avenir des territoires ruraux. Et justement, Bruno Sapin, vous à Yutz, il y a des propositions qui ont émergé. On pense notamment à des accompagnateurs pour justement faire face à cette dématérialisation des services publics. Oui, effectivement, le problème, c'est les personnes âgées ou qui ont des difficultés avec Internet. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un secteur qui est quand même bien couvert au niveau de la fibre et de l'Internet. Oui, tout à fait. Mais par contre, les personnes regrettent le fait de ne pas pouvoir s'en servir ou que le service soit très, très, très compliqué. Et les personnes préféreraient, certaines, encore retrouver le bon vieux papier où on met des petites croix dans les cases. Ou alors, effectivement, aider ces personnes, aller vers elles et les aider. Par exemple, quelqu'un en mairie. Par exemple, quelqu'un en mairie ou quelqu'un qui se déplace également dans les cliniques ou dans les EHPAD, etc. Oui, on le fait en mairie. Hein. Oui, c'est ça. C'est le premier service, la commune, c'est la proximité. Oui, mais pour aider quelqu'un à aller sur l'ordinateur, vraiment prendre en charge mairie, le service. Ils viennent faire. Ils viennent au CCAS également. C'est pas systématique à chaque fois dans toutes les mairies. Peut-être, mais ça se fait quand même. En tous les cas, c'est ressorti. Il faut accompagner les citoyens dans les démarches. Il faut les accompagner en mairie, ou alors ça peut être, je sais pas, des services publics itinérants dans un bus. C'est envisageable. Ça a émergé, par exemple, ça comme idée. Chez nous, non, pas du tout. Il faut quand même penser à une chose, c'est que cette dématérialisation s'accompagne d'une complexité de plus en plus grande, d'un millefeuille de moins en moins accessible aux gens qui ne sont pas préparés. Et qui sont les victimes de cette affaire, c'est les plus précaires, bien entendu, ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, il y a une question à se poser. Ayons des accès simples aux administrations. Arrêtons de faire 1, 2, 3, 4, 5, tapez le 9 si vous ne savez pas. Voilà. Et on attend. Vous avez 10 minutes d'attente. C'est plus possible. Ouais. C'est contre-performant d'une façon énorme. Et ça a un coût. Et ça a un coût en plus. Alors, ce débat, concrètement, dans vos territoires, on arrive au terme de cette émission. Pour conclure, est-ce que ça a donné de l'espoir, par exemple ? Nous, on a trouvé que les personnes qui s'étaient déplacées avaient été prêtes à faire des efforts pour les générations futures. Et ça, je trouvais que c'était une belle note d'optimisme. Le débat avait été passionné, mais tout le monde est conscient qu'il va falloir faire des sacrifices. On demande beaucoup à l'État. On veut que tous les services soient financés par l'État et on ne veut pas payer d'impôts. À un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Mais là, les gens étaient prêts à faire des efforts pour leurs enfants. Donc ça, c'est quand même une belle note d'optimisme, j'ai trouvé, sur ce débat. Vous avez eu ce sentiment aussi,
Michel Fournier? Écoutez, pas vraiment. Encore une fois, non, pas vraiment. Je partage, hein, mais pas vraiment dans la mesure où les cahiers de doléances, encore une fois, c'était beaucoup plus construit que dans le débat, où les échanges étaient un peu... Il y a eu beaucoup d'échanges au ras des pâquerettes. Hein. Et oui, c'est une réalité. Ça veut dire que, et je rejoins, les gens veulent plus de services, ils veulent plus savoir de répondre, mais ils veulent surtout moins payer de taxes. Alors, il faudra m'expliquer comment. Bruno Sapin, est-ce que la question, c'était que vont devenir les doléances, ces débats de la part des citoyens? Oui, absolument. Et encore là maintenant, 48 heures après le débat, oui, effectivement, on a toujours ces demandes. Les gens nous ont demandé est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien transférer toutes les propositions au gouvernement? Donc on leur a confirmé que bien entendu oui, ainsi que le cahier de doléances qui a été mis en place. Et les gens encore aujourd'hui nous disent voilà ce que vous avez récolté comme proposition, avez-vous fait un compte-rendu? Est-ce qu'on peut accéder à ce compte-rendu? Donc je pense qu'il va falloir effectivement aussi le mettre sur les réseaux, sur le site, pour que les gens voient effectivement qu'on a bien noté leurs propositions et que nous allons les transmettre au gouvernement. Yves Divert, il y aura d'autres débats? Nous, la salle, c'est plutôt est resté un peu sur le point de vue du risque d'enfumage total. Et le seul point positif qu'on a retrouvé là-dedans, c'est que les gens se sont parlé entre eux, des gens qui ne parlent jamais ont parlé, se sont retrouvés. Alors là, on a par exemple un maraîchage biologique qui va se monter là bientôt sur des terrains communaux. C'est très bien, c'est un fait positif, mais c'est le seul vraiment. On réapprend à causer. Voilà. C'est ça. On réapprend à causer ensemble. Et ça, c'est le seul mérite peut-être quelquefois. Merci messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. On arrive malheureusement au terme de cette émission spéciale Grand Débat France Bleu, France 3. Le Grand Débat, ça continue jusqu'au 15 mars avec des cahiers de doléances en mairie et des débats, on l'a entendu, qui sont organisés partout sur les communes. Merci à vous. Vous pouvez évidemment contribuer en ligne. Une synthèse sera faite en avril, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Excellente journée à vous sur France 3 et France Bleu.